Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Cette semaine au Parlement européen, est-ce que vous débattez à nouveau des migrants, du sort des migrants? Il y a eu un exposé assez lamentable, je dois dire, de M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, sur le thème l'Europe a besoin d'immigrés parce que le taux de remplacement des générations n'est pas atteint, ce qui est vrai. C'est une population vieillissante, assurément, et aussi comme main-d'œuvre, ce qui est quand même plus problématique, par exemple en France, où il y a 6 millions de chômeurs, me semble-t-il. Mais autrement dit, ce discours, qui est très convenu, d'ailleurs, c'est le discours dominant dans cette institution, c'est peuple d'Europe, vous êtes en train de mourir, écoutez, continuez tranquillement. Et puis faites appel à d'autres populations pour vous remplacer et tout ira très bien. C'est pas vraiment, je crois, ce dont l'Europe a besoin. On vous a entendu sur le sujet proposer le rachat par l'Union européenne des bâtiments Mistral que la France refuse de vendre à la Russie. Oui, pas forcément le rachat. Je dois dire d'abord, en premier lieu, que je condamne tout à fait la position du gouvernement français, qui est désastreuse pour notre industrie de l'armement. Elle est d'ailleurs la conséquence d'un accord européen dans lequel on met aux ventes d'armes un certain nombre de conditions, c'est-à-dire de vendre à des régimes démocratiques, à des pays qui sont en paix. Généralement, quand des pays achètent des armes, c'est parce qu'ils estiment qu'ils vont avoir à faire face à un conflit, qu'ils ont un problème de sécurité, vous reprochez de vouloir pacifier. une tension dans la zone. Je considère que la France est un des rares pays qui a son autonomie dans ce domaine et qu'elle ne peut la conserver que si effectivement elle équipe un certain nombre d'armées étrangères. Je pense que les critères absurdes qui ont été retenus en la circonstance sont des critères faussement moralisateurs, n'aboutiront qu'à une seule chose, c'est à laisser la place à nos concurrents et à diminuer justement l'influence que nous avons. Il est certain, par exemple, que quand on essaie de vendre des Rafales, on y parvient enfin après des années. Je pense qu'un certain nombre de pays qui sont potentiellement des clients, compte tenu de ce qui s'est passé avec les navires de type Mistral, que finalement nous ne livrons pas aux Russes, c'est des pays qui pourraient tenter de nous acheter ce matériel, vont se dire, mais attention, parce que si un jour, effectivement, il y a un conflit, généralement les armes, c'est fait pour ça, c'est fait pour servir en cas de conflit, n'est-ce pas? Bon, ou pour éviter les conflits, certes, mais ils vont se dire, si un jour il y a un conflit, eh bien, la France ne nous livrera plus les pièces détachées, n'assurera plus la maintenance, et par conséquent, ils vont se tourner vers d'autres fournisseurs, c'est évident. C'est évident. Le cas des Mistral pour l'Union européenne. Mais alors, compte tenu de cette position du gouvernement français, que je réprouve, mais alors un certain nombre de gens se disent, mais alors qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va nous rester sur les bras, il faut les couler au milieu de l'Atlantique, enfin on entend un certain nombre de propos assez délirants. C'est un navire, un type de navire que je connais bien, car j'ai remis l'uniforme il y a 2-3 ans et j'ai pris passage sur le Tonnerre. Vous êtes réserviste. Je suis officier de marine de réserve, qui est l'autre grand bâtiment de projection et de commandement. Depuis, nous en avons un troisième. Bon, ce sont des navires qui sont parfaitement aptes à la mission de secourir les naufragés en mer et même d'embarquer des populations civiles. Ce sont de véritables paquebots militaires, certes, mais qui hébergent un véritable hôpital, qui peuvent recevoir, et ça s'est fait d'ailleurs, des populations de réfugiés dans des situations de détresse ou des gens qui ont besoin d'être exfiltrés dans des situations de conflit, qui peuvent aussi embarquer aussi bien un corps de débarquement, qui disposent d'hélicoptères, par conséquent, qui sont parfaitement aptes à surveiller une zone extrêmement étendue, et qui disposent de très grands Zodiacs qui peuvent emporter des commandos, donc qui peuvent arraisonner des pirates ou des trafiquants, ces trafiquants qui jouent avec la vie des êtres humains, bien sûr. Des êtres humains, et on peut même, à la limite, embarquer des autorités administratives ou judiciaires à bord. C'est par conséquent beaucoup plus apte à cette mission que ne le sont les patrouilleurs de la marine italienne, sur lesquels j'ai pris passage, car quand j'étais président de notre groupe parlementaire, qui s'appelait à l'époque Identité, Tradition, Souveraineté, je crois avoir été le premier président de groupe à emmener notre groupe à Lampedusa. À Lampedusa, Marine Le Pen y est revenue
plusieurs années après, à Lampedusa, et nous avons vu toutes les autorités locales, le préfet, le conseil municipal, etc. La situation était déjà dramatique. Nous avons visité le centre de rétention avec Jean-Marie Le Pen, et j'ai embarqué sur ces navires de la marine italienne, mais un navire de guerre, par définition, c'est exigu. Par conséquent, ce n'est pas du tout adapté pour secourir des centaines de personnes qui sont en situation de naufrager. En revanche, un navire de type Mistral peut parfaitement le faire. Alors je ne dis pas nécessairement qu'il faut le vendre d'ailleurs à l'Union européenne. Je dis que les coûts, et c'est là que nous verrons s'il y a une véritable solidarité entre alliés, et si cette politique étrangère et de sécurité commune que l'on nous vante sur tous les tons, elle a une réalité. Je dis que les coûts doivent être assumés soit par l'Union européenne, et par conséquent partagés avec l'ensemble de nos partenaires, soit, puisque nous sommes, ce que je déplore, mais enfin c'est une situation donnée, membres de l'OTAN, soit par l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, car c'est un problème qui concerne plusieurs pays membres de l'OTAN, naturellement tous ceux de l'Europe occidentale. Une dernière chose, c'est que ceci doit servir bien sûr à secourir les naufragés, à les réconforter, à les soigner s'il y en a qui sont blessés ou qui sont en situation d'extrême faiblesse, mais à les reconduire sur les côtes africaines. C'est hélas le seul moyen d'arrêter cette hécatombe. Le seul moyen d'arrêter cette hécatombe, ce n'est pas comme nous l'a vendu, si j'ose dire, hier, M. Ban Ki-moon, de répartir 40 ou 60 000 personnes entre les pays, divers pays d'Europe, parce que ça va être un fantastique appel d'air. On va se dire dans toute l'Afrique, y compris l'Afrique subsaharienne, car il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique noire, on va se dire que, à tout risque, si on prend n'importe quel rafio en Méditerranée, on sera secouru, puis hébergé, puis relâché dans la nature. Les pays d'origine ne sont peut-être plus vivables. Mais les gens qui quittent ces pays. En tout état de cause, il faut qu'il y ait des points sur la côte africaine qui soient sécurisés. Nous pouvons avoir un accord, par exemple, avec l'Égypte. Nous pouvons avoir des accords, peut-être, je ne sais pas, avec la Tunisie, avec les pays du Maghreb. Nous devons aussi avoir l'autorisation de l'autorité que nous reconnaissons dans ce pays complètement chaotique qu'est devenu la Libye, grâce notamment, si j'ose dire, à l'intervention française et aux instances de M. Bernard-Henri Lévy. Maintenant, il n'y a plus d'État libyen. Et c'est ce qui facilite, évidemment, ces migrations considérables. Alors, nous devons faire en sorte de sécuriser un certain nombre de points sur la côte, d'y installer le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, d'y installer la Croix-Rouge, de faire en sorte que ceux qui sont secourus ou arraisonnés en Méditerranée, sans qu'on attende qu'ils gagnent la haute mer. Nous devons décréter le blocus, pas le blocus commercial, bien sûr, mais nous devons aller, y compris dans les eaux territoriales libyennes. Le blocus de la marchandise humaine, peut-être. Voilà, oui. Absolument. Très bien. Et ne pas attendre que ces malheureux s'égarent en pleine mer et ils rencontrent des périls. Non, nous devons assurer la surveillance des côtes libyennes et empêcher ce trafic. Et s'il y a des gens qui se livrent à ce trafic ou qui y ont eu recours, eh bien, on arrête les trafiquants et on ramène les immigrants illégaux là où ils sont venus. C'est de là où ils viennent. C'est ce qu'a pratiqué le gouvernement australien, qui a signalé que ceux qui tenteraient illégalement, quelle que soit leur situation, de gagner l'Australie par la voie maritime, seraient sans faiblesse ramenés à leur point de départ. Depuis que le gouvernement australien a adopté cette position, qui n'était pas celle du gouvernement précédent, eh bien, il n'y a plus de morts au large des côtes australiennes. Autre thématique, Bruno Gollnisch, en Irlande, pays à la réputation d'être très conservateur, le référendum sur le mariage homosexuel adopté à 62%, la légalisation, la demande de légalisation du mariage homosexuel, c'est le triomphe de la philosophie de cette Union européenne? Oui, je le crains. C'est un triomphe de la décadence. C'est
toujours sur ce mythe de l'égalité, mais la véritable égalité consiste à traiter également ce qui est égal, c'est-à-dire à traiter l'institution du mariage pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une institution qui n'est pas simplement ordonnée à la satisfaction des partenaires, si j'ose dire, mais aussi à la transmission de la vie et à l'éducation des enfants, ce qui n'est évidemment pas le cas des unions, ce qui ne peut pas être le cas des unions homosexuelles. Par conséquent, c'est un indice très sûr de ce que les peuples européens ont perdu leurs repères spirituels, moraux, etc. Et je crois de la décadence de l'Europe. Ça sera d'ailleurs considéré comme tel par d'autres civilisations, je n'ai pas besoin de vous dire lesquelles. C'est, je crois, effectivement le fait de la pression à laquelle se livre l'Union européenne dans la progression de cette infraculture, de la promotion massive de l'homosexualité, qui est bien autre chose que la tolérance que l'on doit avoir pour tout être humain, quels que soient ses penchants. Non, c'était une promotion systématique, massive, avec des lobbies organisés, le LGBTI maintenant, n'est-ce pas, lesbienne, gay, bi, trans et intersexuel. Inter. Oui, bon, c'est systématique ici. Aussi l'avortement considéré comme un service commercial comme un autre et que l'on veut imposer à tous les peuples qui ne le pratiquent pas encore massivement sous prétexte de la liberté du commerce et de l'industrie en quelque sorte. Tout ça est assez révélateur. Je crois qu'on le doit à la perte d'influence de l'Église catholique irlandaise, mais il faut dire aussi au discrédit, malheureusement, dans lequel les affaires de pédophilie ou de maltraitance infantile, notamment en Irlande, ont conduit le clergé catholique à, dans sa partie majoritaire, la plus saine, et évidemment, malgré tout, à être complètement déconsidéré. En France, l'UMP lance sa grande refonte avec cette fin de semaine, le Congrès qui devrait introniser le nouveau nom des Républicains. Bruno Gollnisch, est une refonte en profondeur? C'est un absolument non-événement. Mais cette formation politique a l'habitude, au gré des scandales, d'ailleurs, de changer de nom de telle façon qu'elle puisse se représenter devant les électeurs, vêtue de probité candide et de lin blanc. Je ne sais plus si c'est Molière qui dit ça du Tartuffe, enfin peu importe. 7 changements de nom, je crois, depuis la 5e République. Oui, absolument. On a connu l'UNR, l'UDR, le RPR, etc. Alors maintenant, ça s'appelle les Républicains. Alors certains se sont indignés en disant ils monopolisent, ils accaparent la République. Bon, je crois, moi, que j'y vois l'influence de l'américanisme, surtout. Vous savez qu'aux États-Unis, soi-disant grande démocratie, je veux bien, mais enfin, toute la vie politique est monopolisée exclusivement par deux partis. Il y a les Républicains, qui sont plus à droite, pour reprendre nos classifications, que leurs rivaux, qui sont les démocrates. Bon. Les Républicains français ont soutenu, par contre, un candidat démocrate. C'est ça qui est assez grotesque, n'est-ce pas? Ils veulent s'intituler les Républicains, sans doute par référence au Parti républicain, et puis ils sont tous un certain nombre de caciques. M. Sarkozy, Mme Pécresse. Voilà, ils sont tous allés soutenir Hillary Clinton, qui est la candidate des démocrates, chercher la cohérence. Enfin, j'observe que je crois le premier grand rendez-vous de ce parti politique va se faire dans un esprit de totale rénovation. Il va y avoir ces jeunes gens que sont M. Raffarin, je crois même M. Pasqua, on va sortir M. Pasqua, un peu je ne veux pas être méchant, non, je vais dire du formol, c'est pas bien. Bon, non, mais... aux abattoirs de la Villette. Tout un programme. Et monsieur Balladur aussi. Enfin, je crois même Mme Chirac va apparaître sur grand écran. Enfin, bon, la rénovation est en marche. C'est vraiment un parti tout à fait nouveau. Il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Alors, en revanche, un coup de gueule, Bruno Gollnisch, cette semaine, le coup de gueule du réac? Oui, je commence à être un petit peu excédé de ces publicités en anglais.
qu'on entend à la télévision française. Voilà. Ça fait bien, ça fait chic, semble-t-il. Alors, écoutez, j'ai été un collègue ici et souvent un adversaire de M. Jacques Toubon, qui est aujourd'hui, je crois, quelque chose comme défenseur des droits. Oui, bon, très bien. Mais M. Toubon avait fait voter d'ailleurs une législation à cet effet pour restreindre la propagation de ce phénomène. Je dois dire que ça me paraît effectivement assez absurde. Alors, je sais bien que Renault, bon, quand Renault dit c'est la French Touch, après tout, c'est rigolo. Quand on fait toute une publicité avec un acteur américain, je crois, de la série House of Cards, vous voyez que je m'y mets moi-même, qui nous sort un baratin en anglais avec des sous-titres absolument invisibles en français pour respecter précisément la loi Toubon. Je trouve que c'est un peu absurde. Mais enfin, c'est pour concurrencer, c'est tout ce qu'on a trouvé pour concurrencer l'automobile allemande et Opel ou Volkswagen, Wir leben Autos und so weiter. Ça me paraît assez maigre. Et puis alors, Fleury-Michon aussi, je voyais l'autre jour, qui est une publicité dans laquelle on voyait 3 robustes pêcheurs expliquant que dans le surimi vendu par Fleury-Michon, il y avait bien du poisson ou du crustacé. Bon, c'était des pêcheurs de l'Alaska, il est vrai. Alors, il nous débite un long monologue en anglais. Bon, je comprends l'anglais, c'est pas le problème, mais il n'y a plus de pêcheurs français, il n'y a plus de pêcheurs de Terre-Neuve, il n'y a plus... ça en impose, ça en jette. Non, je crois pas, justement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'énerve, mais c'est bien pour ça que je suis un indécrottable réactionnaire. Je précise d'ailleurs, parce qu'on m'a demandé de le préciser, que mes propos n'engagent que moi et n'engagent pas le Parlement européen. Je suis heureux de le préciser, c'est vrai, d'avoir l'occasion de me démarquer du discours dominant dans cette Assemblée. Mais je remercie en particulier les techniciens de cette émission qui nous permettent de nous exprimer librement. Pour combien de temps encore, nous ne le savons pas. À bientôt, Bruno Gollnisch. Merci.